En Sologne, au milieu de la forêt, il existe un lieu étrange et bien mystérieux. C'est la station de radioastronomie de Nançay. Ici, on regarde l'univers avec des antennes géantes qui captent en basse fréquence les ondes venues du Soleil, de Jupiter et de tout l'univers. Après plusieurs décennies de radiotélescopes de plus en plus performants, un nouveau-né est arrivé. Il s'appelle Nénuphar. Couplé à un autre radiotélescope européen du nom de LOFAR, l'une de ses missions principales est de remonter le temps jusqu'à l'aube de l'univers. On est à l'Observatoire de radioastronomie de Nançay, qui fait partie de l'Observatoire de Paris, et on va inaugurer un radiotélescope qui s'appelle Nénuphar. Un radiotélescope, ça sert à faire de la radioastronomie, donc de l'astronomie en ondes radio. C'est de l'astronomie, on étudie l'univers, les étoiles, les planètes, les galaxies, la cosmologie, mais on l'étudie avec des ondes lumineuses qui ne sont pas des ondes lumineuses visibles, mais qui sont des ondes lumineuses qui sont au-delà de l'infrarouge, en fait, vers les très grandes longueurs d'onde. Alors à quoi ça sert ? Chaque fois qu'on change de fréquence, de longueur d'onde, on voit l'univers sous un autre aspect. Je peux vous donner une analogie claire. Par exemple, quand on utilise des lunettes infrarouges, ce qu'utilisent les militaires, par exemple, pour voir la nuit, et quand on regarde quelqu'un, on voit la température de sa peau, donc les régions brillantes et sombres, plutôt que voir la couleur de sa peau, de ses cheveux, de ses yeux. Donc on a une information différente. Et donc, chaque fois qu'on veut explorer un nouveau domaine de longueur d'onde, de fréquence, on découvre des nouvelles choses. Pour Nançay, c'est simple. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait le père de Michel Rocard qui ont développé la radioastronomie en France. Ah oui, ils sont en train de travailler dessus. Et derrière, vous avez un champ qui est déboisé ici, côté et au sud. Et c'est pas en altitude, ça pose pas de... Non, pas ici. En fait, l'altitude, c'est surtout pour la plus haute fréquence, où là, vous êtes sensible à la vapeur d'eau. Il y a beaucoup de vapeur d'eau, mais ça... Non, c'est pas assez plus haut, voilà. C'est vraiment pour les plus hautes fréquences. scientifique et technique de Nénuphar. Et c'est Michel Tagère, co-investigateur principal de Nénuphar, qui va ouvrir le bal. Merci Fabienne. Je vais laisser Philippe Zarka parler des choses importantes sur la science qu'on peut faire avec Nénuphar et le projet que ça a été. Je voudrais me concentrer sur rendre un hommage à des gens qui nous ont permis d'être là, qui ont eu la profondeur de pensée, de comprendre il y a plus de 20 ans qu'il y avait un énorme avenir dans la radioastronomie basse fréquence, qui allait se redévelopper grâce aux techniques numériques essentiellement. Ils ont compris que pour ça, il y avait un énorme atout ici, à Nançay, qui était la station de radioastronomie,
c'est-à-dire un site préservé qui est un des meilleurs sites en Europe pour ça. Et donc Nénuphar fait de nous un point qui est visible mondialement pour représenter dans l'univers de la radioastronomie un pôle d'attractivité à toutes les échelles. Et donc mission presque accomplie, à mon âge, il est temps. Philippe Zarka, responsable scientifique de Nénuphar, directeur de recherche CNRS. Merci Fabienne, bonjour à tous. Nénuphar, on l'a appelé depuis le début de manière un peu osée le projet dans les temps, en espérant que ça se passe bien. L'histoire commence dans les années 2000 avec bien sûr la création de LOFAR par nos collègues néerlandais d'abord puis européens. LOFAR, ce sont tous ces points jaunes qui sont des stations LOFAR à l'échelle de toute l'Europe. L'inauguration a eu lieu en 2010 à Nancy et depuis 2012, la station LOFAR est exploitée avec succès et produit de grands résultats scientifiques. LOFAR veut observer dans la gamme typiquement 30 MHz à 250 MHz qui était très peu explorée auparavant. Au milieu de cette gamme, il y a la radio FM, entre 87 et 108 MHz, donc on ne peut pas observer. Donc LOFAR est coupé en deux, les hautes fréquences et les basses fréquences. Aux hautes fréquences, il y a 50 000 antennes à travers l'Europe, et c'est un instrument extrêmement puissant, et d'ailleurs la plupart des résultats scientifiques de LOFAR sont dans cette gamme haute fréquence, et il y a eu des centaines de publications jusqu'à maintenant, tout à fait magnifiques. Donc dès le début, l'idée principale de Nénuphar, c'était d'avoir une très très grosse sensibilité à basse fréquence et d'étendre cette gamme jusqu'à 10 MHz tout en restant complètement compatible avec LOFAR parce que c'était vraiment notre instrument parent. Alors je pense, des grandes réussites, c'est d'avoir essayé de produire la meilleure antenne possible au monde à basse fréquence. Une antenne, c'est formé de deux parties. C'est formé de brins métalliques qui vont recevoir le champ électrique de l'onde et c'est formé d'un préamplificateur qui doit être puissant, silencieux, ne jamais saturé, qui amplifie ce signal. Alors, maintenant, un peu de science, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette belle technique? On fait beaucoup de choses, je vais vous parler de 3 projets un tout petit peu en détail, et puis citer les autres. Le premier projet, c'est la recherche du signal de l'aube cosmique. C'est vraiment écrire l'histoire de l'univers jeune, de l'univers primordial. Alors l'écrire, on n'est pas Dieu quand même, mais c'est simplement qu'actuellement, on n'a que des scénarios théoriques pour ça, et ce sont les observations qui trancheront. Alors vous avez l'histoire de l'univers en une diapo, avec à gauche le Big Bang, et puis ensuite, pendant 100 à 200 millions d'années, on a les âges sombres, pendant lesquels il y a une interaction matière-lumière qui est assez mystérieuse, et seule la théorie parle pour ça. Au bout de 100 à 200 millions d'années, on a la formation des premières structures rayonnantes, étoiles, galaxies, c'est l'aube cosmique. Et c'est bien sûr dans l'arrêt de l'hydrogène décalé vers les basses fréquences par l'expansion cosmologique qu'on veut la découvrir. Le deuxième sujet, c'est le sujet qui est cher à mon cœur parce que c'est ma spécialité scientifique, c'est la recherche des signaux des exoplanètes et des étoiles. Les planètes ont des champs magnétiques et dans ces champs magnétiques, des électrons produisent des émissions radio naturelles. Toutes les planètes du système solaire, enfin les 6 planètes magnétisées du système solaire, ont des magnétosphères, ces bulles magnétiques qui produisent des émissions radio, et on les a étudiées en détail avec des sondes spatiales, elles sont toutes différentes. Et bien là, la détection radio des magnétosphères d'exoplanètes nous donnera un vaste échantillon qui nous permettra de séparer les caractéristiques générales des traits particuliers et à mon avis d'ouvrir un nouveau domaine qui est la physique exomagnétosphérique comparée. Et enfin le troisième programme, mais pas le moindre, puisque c'est le programme le plus prolifique en fait pour le moment de Nénuphar. Les pulsars sont des étoiles mortes en rotation rapide qui émettent par leur pôle magnétique des faisceaux radio qui peuvent balayer la Terre à chaque tour. Un tour, ça peut être 1 seconde, 1 milliseconde, et donc on voit des impulsions radio. Vous avez en fond d'écran la carte d'identité de tous les pulsars détectés avec Nénuphar. Il y en a à peu près 150 à ce jour, qui couvrent à peu près tout l'hémisphère nord. La moitié d'entre eux n'avaient jamais été détectés à basse fréquence. Vous avez ici le pulsar très particulier qui est 1919 plus 21, qui est le pulsar de Dame Jocelyn Bell, en fait, qui a été réobservé à toutes les fréquences depuis les plus basses aux plus élevées avec Nénuphar, dont on étudie la polarisation actuellement, et on espère que ça va nous apprendre des choses sur les mécanismes d'émission. À ces 3 projets, qui sont listés avec leurs responsables, s'ajoutent une douzaine d'autres projets qui vont, comme je le disais, parler de Jupiter et du Soleil, mais aussi des transitoires, tout ce qui bouge, qui pète, qui varie dans l'univers, des éclairs d'orage planétaires avec Jean Mathias, des amas de galaxies et des filaments avec Étienne, Mamta qui sont là, des raies de recombinaison en radio, vraiment des raies atomiques dans le milieu interstellaire, à l'Observatoire de Paris, Antoine Gusdorf, des rayons gamma qui donnent des gerbes dans l'atmosphère avec les gens de Nantes, ici, du programme SETI, Grégory Elbourg, Andros Siagnon sont là,
Et puis d'autres programmes, nos collègues ukrainiens, japonais ont des idées, ils ont envie de rentrer et on a envie qu'ils rentrent et on discute de tout ça. À l'horizon, il y a un instrument qui s'appelle Ska, qui en particulier dans la partie basse fréquence sera en Australie. Nénuphar et Lofar s'inscrivent dans la même image et c'est Ska qui donne le sens à cette big picture en fait, qu'on a. Et donc c'est l'ensemble de Lofar et Nénuphar vers Ska qui donnera son sens à l'ensemble. Alors comme on est complètement fou, on a aussi prévu un projet artistique au cœur couplé à l'instrument qui s'appelle le Dôme de Nénuphar, qui a trait à l'astronomie et au pulsar. L'artiste, c'est Cyril Courte qui a aussi réalisé le logo de Nénuphar, dont on est très fiers. Nénuphar, on a commencé à construire en 2014. Depuis fin 2016, à peu près, on a commencé à faire ce qu'on appelle le commissioning en anglais, la recette en français. Donc à tester l'instrument. Il n'était pas fini, mais on peut travailler avec puisque c'est un instrument modulaire. Au 1er janvier 2022, à 0h21:43, on lancera l'exploitation scientifique de Nénuphar ouverte au monde entier. Mais aussi, j'avais envie d'ajouter, 100% des observations conduites depuis le 1er juillet 2019 sont techniquement réussies, et si le ciel coopère, c'est-à-dire que si les sources, comme les sursauts radio rapides, ont le bon goût d'émettre aux basses fréquences, eh bien on aura des résultats fracassants qui suivront derrière. Mais ça, c'est jamais garanti, c'est ça la recherche. Mais ça n'est pas de la fin de l'histoire, parce que l'histoire, elle ne fait que commencer. Merci. Et je vais donner la parole à Claude Catala, président de l'Observatoire de Paris, qui est un établissement composante de l'Université Paris Sciences et Lettres. Merci Fabienne. La station de Nançay, vous le comprendrez aisément, c'est un véritable joyau de l'Observatoire de Paris, dont nous ne sommes pas peu fiers. Elle est le fleuron, en effet, de la radioastronomie française. En effet, Nénuphar est un instrument très innovant qui ouvre la voie à une nouvelle génération de grands radiotélescopes et qui est notamment un précurseur, enfin on appelle plutôt ça plus exactement un éclaireur, du grand radiotélescope, du radiotélescope géant mondial SKA, Square Kilometer Array. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Hélène Tussaud-Vimin, directrice scientifique, environnement, agronomie, écologie, sciences du système Terre et de l'univers, à la Direction générale à la recherche et l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je forme le vœu et j'en appelle à vos talents et à votre enthousiasme pour que ces nouvelles connaissances que vous ne manquerez pas d'apporter contribuent aussi à un respect partagé de notre planète et au bien vivre des humains qui l'habitent. Anne Dénier, vice-présidente déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche de la région Centre-Val de Loire, une région dont le soutien a été déterminant pour Nénuphar. Merci. Mesdames et messieurs les présidentes, présidents, vice-présidentes, vice-présidents, directrices, directeurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, Voltaire écrivait « L'univers m'embarrasse, je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. S'il était présent aujourd'hui, il serait rassuré en vous voyant tous ici. » René Vermeulen, directeur de l'ILT International Lofar Telescope. It's really my great honor and my great pleasure to be here to celebrate this great event with you, and the previous talks have illustrated exactly why this is such a shining example, shining a bit in the sun. Thank you very much for inviting me. Guy Perrin, CNRS, Institut National des Sciences de l'Univers, directeur adjoint scientifique, responsable du domaine astronomie et astrophysique. Merci beaucoup. Alors je vais rappeler les premiers tourments connus par le projet, quand il s'est agi de lui trouver un nom. Voilà. Alors je vais vous citer quelques noms. Fanfare, un projet qui va faire du bruit. Délirant, un projet fou. Nolos, un projet où on n'a rien à perdre. Graal, le projet qu'on cherchait depuis longtemps, mais qu'on cherche toujours. Et Gandalf, The Lord of the Dishes. Puis enfin, Nénuphar. Nénuphar, le projet dans les temps. Je félicite très sincèrement et très chaudement tous les gens qui ont participé à cette aventure. Harry Bruand, président de l'Université d'Orléans. C'est une fierté pour nous de participer à une aventure qui
se déroule sur le site de Nancy. Catherine Cesarski, présidente du board de l'organisation ESCARA. Merci Fabienne. Bonjour à tous. Je suis sûre que vous allez, avec cet instrument, continuer, vous avez déjà commencé, mais continuer à trouver énormément de résultats de toute première importance et qu'effectivement préparons la voie pour le projet ESCARA. Merci. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Mme Jocelyne Bell, qui était une pionnière de la radioastronomie, une célèbre astrophysicienne. We are very honored to have you here today. So, please. Messieurs et Mesdames, distinguished guests, as a pro-European British woman, I am in an awkward position. It is a very great pleasure to be here and to see the latest in low-frequency radio astronomy. So, is this a playground for little people? Little people who live in the forest during the day and come out at night to play on the array? Or are they upside-down flowers? Water lilies or something like that. So I wish Nenufar great observing. I wish Nenufar a quiet sun. I wish Nenufar a quiet radio environment and lots of interesting observations and reliable networks and cooperative computers. With that, you will do everything. Good luck and my best wishes. Thank you. Merci beaucoup. Louis Bondono is a PhD student in LPC2E in Orléans. He's going to defend his thesis in November, and he has worked on the pulsar receiver for Nenufar and on pulsars. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. Comme tous les scientifiques qui observent les pulsars, je suis un fan absolu d'Anne Jocelyne Bell. Et donc je serais vraiment honoré si... voilà. Si vous pouviez accepter cette observation de ce qui est votre pulsar. So, you can see... Much better than mine. It's multi-component. And I would like to have your signature on my Ça n'a l'air de rien, mais en fait, le cœur de l'instrument, c'est un ASIC qui a un circuit intégré. Et c'est en fait le développement de ces circuits intégrés qui demande tout le travail. Une fois que le circuit est fait et performant, à ce moment-là, donc il y a une petite puce, la plus grosse que les autres, qui est l'ASIC. Et une fois que c'est cette puce-là, elle peut être réalisée en milliers d'exemplaires sur des galettes de silicium. Et après, forcément, c'est beaucoup plus... Et c'est vraiment ça qui donne ses performances à l'instrument. Là, vous voyez que je suis en train de marcher sur un miroir, c'est quand même pas très propre. Donc, la grille qui est par terre, c'est le miroir dont la réponse est vraiment couplée à l'antenne. C'est l'antenne et sa grille qui forment l'antenne complète, en fait. Et ce miroir est un miroir parfait, simplement parce que sa maille
est beaucoup plus petite que les longueurs d'onde auxquelles on observe. Donc on a 19 antennes, comme Jocelyn Bell le disait, 3, 4, 5, 4 et 3 antennes, qui forment 2 hexagones, et les signaux vont arriver ici. J'ai travaillé avec Philippe depuis toujours, et donc depuis toujours, c'est depuis les années 80, et puis à l'époque on était au réseau décamétrique qui est en fait l'ancêtre de Nénuphar. Une fois que la station LOFAR a été installée ici, Philippe s'est réveillé un matin, les cheveux dressés sur le crâne, et s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas un truc mieux que LOFAR? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Eh bien, on s'est dit, on va construire des antennes qu'on va rajouter sur la station LOFAR, mais on ne va pas mettre 96 antennes, mais on va grouper les antennes en petits groupes pour avoir plus de sensibilité. Et c'est comme ça que l'idée est née. Puis les démarches ont commencé pour rassembler les budgets pour construire ce télescope. L'avenir, c'est de trouver les financements pour finir Nénuphar, parce qu'actuellement, on en est à peu près à un peu plus de 50% de la construction et les 2/3 du financement. Il nous reste grossièrement 1 million d'euros à trouver pour terminer le champ d'antenne. On va voir ce que ça donne et on espère trouver des belles choses, quoi. Parce que dans sa catégorie, ça va être le champ d'antenne basse fréquence le plus important au monde.